Les plantes font des couleurs pour diverses raisons. Bien sûr, elles ne font pas des couleurs pour nous faire plaisir, elles développent des stratégies défensives. Alors, euh, prenons l'exemple de cette plante, par exemple. L'éliante dressée ne peut pas aller à l'ombre pour se protéger, donc elle va fabriquer des anti-UV pour se préserver. Elle va aussi faire des molécules anti-insectes pour éviter de se faire dévorer. Elle va développer tout un ensemble de stratégies défensives et protectrices. Et c'est à l'école du végétal que l'homme apprendra à trouver des médicaments, des soins cosmétiques, des aliments, des compléments alimentaires et toutes sortes de molécules intéressantes pour lui. Alors la passion pour les plantes, ça date de l'adolescence. Comme tout le monde, j'ai dû commencer par les plantes médicinales parce que c'est un côté fascinant de voir la plante utile, quoi, la plante. Et puis, au fur et à mesure que j'ai développé mon métier d'artisan, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans les, les surfaces, le plâtre, les aménagements intérieurs, je me suis intéressé à la couleur. Jusqu'à l'époque où bon, ben, ces deux passions se sont rencontrées, on va dire ma vie secrète de passionné de plantes, d'amateur de sorties botaniques, et ma vie professionnelle se sont rencontrées sur ce point, donc les savoir-faire liés aux plantes. Voici la garance des teinturiers. C'est une plante qu'on a introduite depuis la Turquie au XVIIIe siècle parce qu'on était à la recherche de la couleur rouge. Alors la garance donne un rouge en même temps beau et solide et même tout un camailleux de nuances. Hein. Alors on va regarder, si tu veux Edouard, on va regarder un petit peu ce qu'elle donne. Celle-ci, elle a 2 ans maintenant. On va la sortir, on va l'essayer parce qu'elle elle doit commencer à être assez conséquente. Donc cette plante n'est pas prête à l'emploi, bien sûr. Il faut la sécher, la nettoyer, il faut la pulvériser. Et c'est à l'état de poudre fine, séchée, qu'on va l'utiliser en teinture. Alors c'est quand même très difficile de faire du rouge sur coton. Hein. Donc la première préparation consistait à mettre cette pierre, là, la pierre d'Alain, mais sur un coton qui avait déjà été un peu huilé avec de l'huile de ricin. Alors évidemment c'était un grand secret pendant des années, mais aujourd'hui il est grand temps de diffuser les secrets avant qu'ils aient complètement disparu, parce qu'à force de faire des secrets, ben, évidemment la transmission se perd. Quoi, hein. Alors c'est un peu le but de l'association aussi, de faire revivre un petit peu tous ces savoirs, et puis de réfléchir un peu à comment les améliorer, comment les concevoir d'une nouvelle manière un peu pour notre époque. Aujourd'hui, par exemple, si vous consommez certains laitages ou certains desserts, vous verrez sur l'étiquette colorant E163. Ces colorants alimentaires, pour 50%, sont issus du végétal. Le E163 est fait à partir des peaux de raisin. Alors, ces colorants amènent quelque chose de positif dans l'alimentation, dans ce cas-là, puisque ce sont de bons antioxydants, c'est-à-dire ils favorisent vraiment les protections naturelles de l'organisme. Ici, on a 2 plantes à indigo. Hein. Ce sont des plantes d'un beau vert, tout à fait ordinaires. Hein. Et en fait, il faut se pencher de très près pour découvrir où se cache l'indigo. Vous voyez, là, il y a une petite blessure. Automatiquement, elle bleuit. Voilà. On les a mises à sécher. Vous voyez, tout de suite, immédiatement, la feuille a bleui. Pour monter une cuve comme ça, il faut à peu près 100 kg de feuilles. Hein. Alors les feuilles ont macéré pendant 18 heures à peu près dans l'eau tiède. Voilà, alors donc c'est à partir de ce stade-là qu'on peut vraiment commencer à teindre. Alors, voilà. Et alors, vous voyez, ça sort entre vert et bleu. Hein. Il y a des petites taches à droite à gauche, mais alors toutes ces taches vont très facilement disparaître au contact de l'air, puisque c'est l'oxygène de l'air en fait qui fait la fixation. Hein. Et on peut dire que depuis 1880 environ, toutes les couleurs textiles sont issues du pétrole. Alors ça fait une formidable révolution au niveau historique, ça a permis une démocratisation de la couleur. Mais aujourd'hui, les ressources du pétrole sont exploitées dans de tellement nombreux domaines que ça pose des problèmes. Au niveau de la législation, par exemple, il y a un certain nombre de colorants qui vont sortir du marché européen cette année parce qu'ils sont cancérigènes. C'est formidablement moderne de s'intéresser aux couleurs végétales.
Parce que finalement, aujourd'hui, la tendance est de s'occuper des ressources géologiques épuisables, c'est-à-dire d'aller creuser au fond d'un trou, puis quand le trou est vide, on cherche une nouvelle mine à creuser, c'est-à-dire une tendance de pillard un petit peu. On a le pétrole, on a des ressources minérales souvent rares. Alors le végétal, c'est vraiment l'image même des ressources renouvelables, c'est l'image même finalement de ce qui peut durer dans le temps, hein. En fait, en visitant le jardin, on est invité à être curieux. Intéressez-vous, d'où viennent ces colorants-là? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous ne savez rien. Est-ce que vous savez d'où viennent les choses qui vous entourent? Pas forcément. Alors, en découvrant d'où viennent les choses, on se pose la question du prix. Et pour le prix, là, j'aimerais faire une petite réflexion. On a souvent dit, oui, vos colorants naturels, ils coûtent plus cher que les colorants chimiques, donc ils n'ont aucune chance. Mais en fait, le vrai prix, c'est le prix de la chose plus le prix de sa pollution, de sa qualité environnementale en général et l'impact sur la santé. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les dérivés pétroliers coûtent horriblement cher, au prix d'une chimio, au prix d'un crash d'un pétrolier sur une côte, etc. Alors finalement, tout confondu, les couleurs végétales, c'est pas si cher que ça.